Bonjour à tous. Merci à Corentin, Gilles et Arnaud d'avoir organisé ce séminaire et d'avoir donc repris la structure que j'avais mise en place. Alors, il se fait par hasard du calendrier que vous allez entendre parler 2 fois d'interactions fortes dans ce semestre. En effet, Vincent, mon collègue, vous avez déjà parlé de spectroscopie hadronique. Ici, on va beaucoup plus se focaliser sur les transitions de phase en chromodynamique quantique et dont l'une qui nous amène au plasma quark-gluon. Alors, le plan de mon séminaire sera le suivant. Tout d'abord, je rappellerai les propriétés nécessaires à la bonne compréhension de la transition de phase, notamment les propriétés de confinement de la chromodynamique quantique et de liberté asymptotique, qui nous amèneront à comprendre la transition de phase confinement-déconfinement qui amène au plasma quark-gluon. Et ensuite, j'esquisserai brièvement les expériences, 2 des grandes expériences qui sont mises en œuvre pour caractériser le plasma quark-gluon, donc Rick et Alice. Mais avant toute chose, replaçons les choses dans leur contexte. Comme vous le savez très certainement, dans l'état actuel de nos connaissances, 4 interactions sont considérées comme fondamentales. 2 que nous pouvons appréhender dans notre vie de tous les jours et que nous connaissons relativement bien, à savoir l'interaction gravitationnelle et l'interaction électromagnétique, et 2 qui apparaissent à des échelles de longueur beaucoup plus petites, l'interaction forte qui est responsable de la cohésion du noyau et responsable plus généralement de la cohésion des hadrons, comme vous l'avez vu au séminaire de Vincent, et l'interaction faible qui elle est responsable des désintégrations nucléaires. Toutes ces interactions, bien évidemment, agissent sur les constituants de la matière qui sont, in fine, faits de particules élémentaires. Et ces particules élémentaires, on peut les classer en 2 groupes. Tout d'abord, les bosons, donc des particules de spin entier. Le spin, c'est un nombre quantique et relativiste associé à la particule. Donc ici, vous avez le photon qui est associé à l'interaction électromagnétique, les bosons W plus W moins Z0 qui sont associés à la force faible, et les gluons qui, eux, sont associés à la force forte. En fait, en théorie des champs, première approximation, on peut voir ces particules comme médiatrices de l'interaction. Donc, par exemple, si on étudie l'interaction électromagnétique, entre 2 électrons peut s'échanger en première approximation des photons. Alors, la deuxième grande famille de particules élémentaires, ce sont les fermions, des particules de spin 1,5. Cette famille est elle-même subdivisée en 2 sous-catégories, les quarks, qui sont sensibles à l'interaction forte, et les leptons, qui, eux, ne sont pas sensibles à l'interaction forte. Dans les quarks, il existe 6 saveurs de quarks, le quark hub, down, étrange, charmé, beauté et vérité. Et dans les leptons, vous avez le bien connu électron avec tous ses cousins lourds, le muon, le tauon et les neutrinos associés. Alors au sein du modèle standard, on n'inclut pas la gravitation, tout simplement parce que les effets gravitationnels sont beaucoup plus faibles à l'échelle des particules élémentaires. Et il faut savoir que la théorie qui décrit le modèle standard doit être quantique, puisque les particules ont des masses très faibles, et relativiste, puisqu'elles voyagent à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Alors évidemment, dans ce tableau, je ne vous ai pas dit, mais il faut associer toutes les autres antiparticules associées à toutes ces particules, plus le boson de Broad-Anglerix qui a été découvert au CERN très récemment. Alors moi, ici, je vais me focaliser sur l'interaction forte, et pour vous aider à l'appréhender, je vais comparer avec l'interaction électromagnétique. Alors l'interaction électromagnétique, vous savez qu'elle agit sur des particules qui sont chargées électriquement. L'interaction forte, elle agit sur des particules qui portent une charge de couleur. Et les particules qui portent cette charge de couleur sont les quarks, les antiquarks et les gluons. En électromagnétisme, il y a 2 types de charges, plus et moins. Pour l'interaction forte, 3 types de charges et 3 types d'anticharges. Rouge, bleu, vert, anti-rouge, anti-bleu, anti-vert. Comme je viens de vous le dire, ce sont les photons qui véhiculent l'interaction électromagnétique, alors que ce sont les gluons qui véhiculent l'interaction forte. Néanmoins, il y a une différence fondamentale entre les photons et les gluons, c'est que les photons, eux, ne portent pas la charge de l'électromagnétisme, donc ne sont pas chargés électriquement, ne peuvent pas interagir entre eux. Par contre, les gluons, eux, portent une charge de couleur, plus exactement une charge de couleur et d'anticouleur, et c'est, si je puis dire, tout ce qui donne sa saveur à la chromodynamique quantique, donc la théorie qui décrit l'interaction forte. Alors c'est ici que mon discours se corse un petit peu. Je vous donne la définition de la chromodynamique quantique. C'est une théorie de jauge non abélienne SU3 qui décrit l'interaction forte qui agit entre les particules colorées, que sont les quarks, les antiquarks et les gluons, et qui est décrite classiquement par le Lagrangien suivant. Alors pour les étudiants qui n'ont pas entendu encore parler de Lagrangien, si vous voulez, c'est un objet mathématique qui encode la dynamique et les interactions du système. Et après, au cours de vos études, vous verrez tout un protocole mathématique qui vous permettra d'extraire de ce Lagrangien des observables qui sont comparés avec les expériences. C'est exactement la même chose que dans la théorie de Newton. Vous déterminez d'abord votre force, et puis le processus mathématique, c'est vous résolvez les équations F égale ma, et à la fin, vous pouvez trouver la trajectoire de la particule. Ici, c'est un peu plus compliqué parce que comme on est déjà dans un monde quantique,
On ne peut plus parler de trajectoire en tant que telle et on a plus des courants de probabilité que les choses se passent ou non. Alors la chose que j'aimerais que vous compreniez avec ce lagrangien, outre la difficulté qui se cache derrière tous les symboles mathématiques, et que vous pourrez voir au cours de mécanique quantique relativiste de Yves Prié, c'est qu'il est construit sur des principes de symétrie extrêmement profonds de la nature, notamment l'invariance de Lorentz. Qu'est-ce qu'elle reflète, cette invariance? C'est que si je fais une expérience aujourd'hui, dans cet auditoire, avec un setup expérimental orienté nord-ouest, et que je recommence cette expérience demain dans un train, pour peu qu'il ne soit pas en grève, avec un train voyageant bien sûr à vitesse constante, avec un setup expérimental orienté sud-ouest, cette fois-ci, je dois obtenir les mêmes lois que la physique. Et bien ça, c'est encodé mathématiquement par le fait que mon lagrangien est invariant de Lorentz. Et alors, il y a une invariance qui donne toute sa couleur à la chromodynamique quantique, c'est l'invariance de jauge SU3. SU3, pourquoi? 3 couleurs, et ça reflète la conservation de la charge de couleur. Alors, il existe d'autres invariances dans ce lagrangien, mais je n'entrerai pas dans les détails ici. Permettez-moi de vous parler d'une des propriétés remarquables de la chromodynamique quantique, qui est la liberté asymptotique. Et ça se comprend très bien grâce au graphique de la constante de couplage, qui est extraite de la théorie par les perturbations. Donc ici, la constante de couplage, qu'est-ce que ça mesure? Ça mesure l'intensité de l'interaction qui s'exerce entre deux particules. Et comme ici, c'est la constante de couplage de l'interaction forte entre deux particules colorées. Alors vous remarquez bien que ce n'est pas vraiment une constante, ça dépend d'une échelle d'énergie, ici représentée en GeV, qui est une unité typique en physique nucléaire et subnucléaire. Alors vous voyez qu'à basse énergie, eh bien, l'interaction est relativement forte entre les quarks et les gluons, alors que plus l'énergie augmente, plus cette interaction diminue. Alors c'est beaucoup plus intuitif si je parle en termes de distance, donc la distance est inversement proportionnelle à l'énergie. Vous avez ici que les quarks et les gluons, à petite distance, interagissent faiblement, et au plus vous les éloignez l'un de l'autre, au plus l'interaction augmente. Alors c'est assez contre-intuitif, puisque pour l'interaction électromagnétique, c'est pile l'opposé. Eh bien, pour comprendre ce phénomène, il faut placer une particule dans le vide de la théorie des champs en question. Alors, pour l'interaction électromagnétique, c'est l'électrodynamique quantique. Donc, je place un électron, une charge négative, dans le vide de la théorie. En fait, en théorie des champs, c'est un peu paradoxal, le vide n'est pas vide. Il peut matérialiser, par des effets quantiques et relativistes, des paires charge-anticharge. Donc ici, positron-électron, qui vont polariser le vide. Et cette polarisation du vide va écranter la charge, ce qui fait qu'à grande distance, la charge nous paraîtra moins importante que ce qu'elle n'est, et donc l'interaction faiblira. Et au plus vous approcherez cette charge, au plus vous approcherez l'électron, au moins la polarisation du vide aura de l'importance, et au plus vous verrez la charge nue de l'électron, et donc l'interaction sera plus forte. Alors pour la chromodynamique quantique, c'est la même chose. Vous avez un quark, ici de couleur rouge, une polarisation du vide avec les paires quark-antiquark, donc charge-anticharge. Mais rappelez-vous, je vous ai dit que les gluons portaient aussi une charge de couleur et d'anticouleur. Et donc ils polarisent le vide aussi, mais ils le polarisent avec un effet d'anti-écrantage, ce qui fait qu'à très grande distance, l'interaction nous paraîtra beaucoup plus importante, et au plus vous vous rapprocherez de la charge, au plus cet effet d'anti-écrantage deviendra faible, et au plus l'interaction deviendra faible. Donc ça, c'est l'une des propriétés majeures de la chromodynamique quantique. La deuxième, c'est le confinement. Cependant, le confinement, on ne peut pas l'extraire proprement de la théorie. Mathématiquement, on n'arrive pas à faire apparaître le confinement de la théorie. Sachez que c'est quand même un problème à $1 million. C'est classé parmi les 7 problèmes du millénium par l'Institut mathématique de Cambridge. Néanmoins, expérimentalement, c'est très bien observé. Et ça stipule que les hadrons ne peuvent apparaître que neutres, c'est-à-dire des particules blanches. Donc comment former des particules blanches? Par exemple des baryons. Vous associez 3 quarks ou 3 antiquarks, comme ici le proton, qui est un des plus célèbres baryons, avec le neutron. Vous avez du rouge, du bleu, du vert, ça donne du blanc. Les mésons, là c'est une charge, une anticharge, donc ici du bleu, de l'anti-bleu. Vous pouvez aussi avoir des glue balls. Là, vous pouvez avoir des glue balls avec un nombre de gluons autant que vous voulez, puisque les gluons portent une charge et une anticharge, des tétraquarks, des pentaquarks, et ainsi de suite. Expérimentalement, les deux familles qui sont clairement identifiées, ce sont les baryons et les mésons. Pour les glue balls, on a quelques évidences expérimentales via des familles F0, mais c'est extrêmement difficile d'avoir des signaux si les glue balls existent, parce qu'elles se mixent avec les mésons déjà existants. Donc le confinement des baryons et des mésons. Alors très vite, les physiciens, avec ces deux propriétés, se sont demandé est-ce qu'on peut produire une phase déconfinée de la chromodynamique quantique et donc
une transition de phase confinement-déconfinement. Oui, on peut le faire si l'on augmente la température et ou le potentiel baryonique. Eh bien, on passe d'une région confinée à une région déconfinée et un état peut être produit, notamment le plasma quark-gluon à grande température. Donc ici, vous avez le diagramme de phase conjecturé de la QCD, c'est-à-dire tel que les théoriciens le voient, parce qu'expérimentalement, on n'a pas beaucoup de données. Vous voyez, elles sont reprises ici pour le moment. Ce que l'on voit, c'est qu'à basse température et à bas potentiel baryonique, les degrés de liberté de la matière, ce sont les hadrons. Donc les quarks et les gluons sont scellés au sein de ces particules. Quand on passe ici la ligne de transition de phase, similaire à un diagramme de phase liquide-vapeur, eh bien, vous passez vers un nouvel état de la matière. Et ce nouvel état de la matière est caractérisé par le fait que ces degrés de liberté réels ici sont les quarks et les gluons. Et à très grande température, vous pouvez former un plasma quark-gluon. Donc déjà, d'un point de vue théorique, c'est extrêmement intéressant d'étudier ce diagramme de phase, puisque c'est pousser la chromodynamique quantique dans des régions de température et de potentiel baryonique fini. Mais aussi dans d'autres domaines de la physique, des informations sur ce diagramme de phase peuvent se révéler importantes, notamment en cosmologie. Parce que dans les premiers scénarios du Big Bang, quelques microsecondes après ce fameux Big Bang, l'univers était suffisamment chaud pour que les quarks et les gluons soient dans une phase plasma quark-gluon, d'où mon titre, on enquête sur les origines de l'univers. Donc là, on est plus ici, et puis l'univers s'est étendu, s'est refroidi, les quarks et les gluons se sont scellés au sein des hadrons et ont donné notre matière nucléaire traditionnelle. Aussi en astrophysique, c'est extrêmement intéressant d'étudier ici une phase déconfinée de la QCD. Pourquoi ? Parce qu'on pense que le cœur des étoiles à neutrons pourrait être dans cet état. Ce qui se passerait, c'est plutôt ici un enchevêtrement des neutrons entre eux, et donc les quarks et les gluons seraient proches les uns des autres et seraient les véritables degrés de liberté, puisqu'on n'aurait plus de frontières hadroniques, ici neutroniques. Et bien sûr, dans les expériences, ce plasma est beaucoup étudié, et ça, j'y reviendrai par la suite. Permettez-moi d'abord de vous montrer quelques arguments théoriques qui ont amené les physiciens à penser à une transition de phase. Et ce qui est d'autant plus surprenant, c'est qu'on pensait déjà à cette transition de phase avant même d'avoir postulé le lagrangien de la chromodynamique quantique et avant même de connaître l'existence des quarks et des gluons. Notamment Pomeranchuk en 1951 qui s'était dit tout simplement « les hadrons, ils ont une taille finie, je peux la mesurer dans les expériences, et s'il y a une taille finie, il y a une densité critique, ce qui fait que je ne peux pas en mettre autant que je veux dans un volume fini. Donc à un moment donné, je devrais passer à quelque chose d'autre. » À l'époque, ils ne savaient pas quoi, mais ils savaient déjà qu'il fallait passer à quelque chose d'autre. Un autre grand physicien, Rolf Hagedorn, qui fut directeur du CERN, en 1965 avait fait le raisonnement suivant. Alors il observait beaucoup la matière hadronique, donc un gaz de hadrons, et en fait, on se rend compte qu'on peut décrire très bien la matière hadronique comme un gaz idéal de hadrons, c'est-à-dire pas d'interaction entre les hadrons. Donc la pression totale, elle est simplement donnée par la pression partielle de tous les hadrons possibles, et ces hadrons, on les repère par leur nombre quantique JPC, J pour le moment angulaire total, P pour le nombre quantique de parité, et C pour la conjugaison de charge. Évidemment, d'un point de vue expérimental, c'est extrêmement difficile d'avoir la connaissance de tous les hadrons qui existent. Déjà parce qu'on est limité par la puissance des accélérateurs. Donc ici, vous avez déjà tout un florilège des hadrons bien connus d'un point de vue expérimental, mais on n'a pas accès au haut niveau d'énergie. C'est la raison pour laquelle Hagedorn a postulé la chose suivante, c'est que la densité d'état du nombre de hadrons avec une certaine masse m croît exponentiellement. Donc on a de plus en plus de hadrons au fur et à mesure que la température augmente. Et ici, on a un paramètre qui est la température de Hagedorn. Donc ici, vous voyez la courbe en bleu, c'est la courbe théorique du spectre de Hagedorn avec une température de Hagedorn de 158 MeV. Sachez qu'un MeV, c'est 10 exposant 10 Kelvin. Donc il faut savoir aussi que le plasma quark-gluon, c'est la matière la plus chaude jamais produite en laboratoire. Alors, ici, vous avez la courbe en bleu, je reprends. Les états hadroniques connus à l'époque de Hagedorn, donc 1411, c'est la courbe verte. Donc, vous voyez qu'à basse masse, elle coïncide très bien. Et puis, actuellement, 1996, vous voyez qu'on a encore un meilleur accord. Donc, le spectre de Hagedorn semble se vérifier expérimentalement. Mais ce qu'il y a d'extrêmement intéressant avec ce genre de spectre, c'est que quand on les met dans les équations de la physique statistique, on en ressort naturellement une température limite pour un gaz qui a comme degré de liberté les hadrons. Ce qui fait que là aussi, on se dit on doit passer à quelque chose d'autre, et ce quelque chose d'autre, c'est les quarks et les gluons. Alors, il ne faut pas faire rapidement ce raccourci de pensée que la température de Hagedorn, c'est la température critique de déconfinement directement. Non, en fait, il pourrait y avoir une phase métastable dans laquelle les hadrons survivent comme degré de liberté propre et les quarks et les gluons sont apparus. Donc, c'est encore une question qui est
actuellement débattues. Alors de la QCD elle-même, on peut aussi voir apparaître le déconfinement. Ça, c'est Cabibot et Parisi, 2 ans après que le Lagrangien de la QCD ait été proposé, à cause de la liberté asymptotique, donc le fait que l'interaction diminue au plus vous augmentez l'énergie, on s'attend à une transition de phase. En effet, si vous vous dites j'augmente la température, ben, j'augmente l'énergie moyenne du milieu. Si j'augmente l'énergie, l'interaction entre mes quarks et mes gluons devient de plus en plus faible et donc je peux produire une transition de phase. Et les théoriciens s'attendent à un gaz libre de quarks et de gluons à haute température. Aussi en QCD sur réseau. Donc la QCD sur réseau, ça, c'est une discrétisation du Lagrangien QCD sur un ordinateur, parce qu'il faut savoir, j'en ai pas parlé, que la chromodynamique quantique est dans certaines régions difficilement solvable analytiquement. En effet, à basse énergie, dans toute la spectroscopie hadronique, on n'arrive pas à avoir des données, des évidences analytiques, donc on a besoin de la chromodynamique quantique sur réseau. Et donc là aussi, on observe une transition de phase, ici pour des théories de Jauge-Suen, c'est-à-dire qu'ils ont commencé en 81 avec juste un plasma de gluons, qui est plus facile à modéliser pour eux, avec un groupe de Jauge-Su2, et puis ils ont progressivement augmenté pour arriver à la réalité physique, qui est le groupe de Jauge-Su3. Et ici, vous voyez, en 2009, Bazavov, qui propose ici pour un plasma complet, donc les quarks sont inclus, les équations d'état. Donc ici, vous avez l'énergie normalisée sur la température exposant 4, 3 fois la pression sur la température exposant 4 en fonction de la température. Et vous voyez qu'on a un saut dans ces courbes qui reflètent le changement de degré de liberté. Alors, pour parler proprement de transition de phase, normalement, on devrait avoir des discontinuités dans les courbes ou dans les cumulants. Ici, ce n'est pas le cas. En fait, en chromodynamique quantique, quand on ajoute les quarks, c'est plutôt un crossover. Donc, on change de degré de liberté, mais on ne le change pas drastiquement. Okay. Donc, j'en ai fini avec mes arguments théoriques. Maintenant, on va parler des expériences. Alors, de manière générale, en physique des particules, quand on veut sonder la matière, eh bien, on fait des expériences de diffusion. On fait entrer des particules en collision les unes sur les autres et on regarde ce qui se passe. Et donc, il y a des collisions extrêmement connues, comme notamment la collision proton-proton qui est étudiée depuis très longtemps. Donc, ce qui se passe dans une collision proton-proton, vous faites entrer en collision des protons à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Les protons ont une structure en quark, ils vont collisionner et produire ceci, donc des jets de particules. Pourquoi des jets? Eh bien, ça se comprend par un phénomène dit d'hadronisation. Donc, prenons l'exemple ici d'un meson, un quark et un antiquark. Et vous voulez séparer spatialement le quark de l'antiquark. Et il se fait, de par le phénomène, de par la constante de couplage, comme je vous l'ai montré, que c'est de plus en plus difficile, au fur et à mesure que la distance augmente, de séparer le quark de l'antiquark. Vous devez fournir de plus en plus d'énergie. À un moment donné, vous allez fournir l'énergie suffisante pour briser l'interaction qui s'exerce entre le quark et l'antiquark, mais vous aurez fourni tellement d'énergie que vous êtes capable de former une paire quark-antiquark, et donc au final, vous avez 2 mésons au lieu d'un, et c'est ce qui produit les jets de particules. Alors, les collisions proton-proton, comme je l'ai dit, sont extrêmement bien étudiées au niveau des expériences. On regarde notamment la multiplicité des particules, donc le nombre de particules en fonction de la distribution angulaire. On regarde l'impulsion transverse de ces particules, donc transverse par rapport à l'axe du faisceau. On regarde bien sûr la nature de ces particules, mais déjà rien que ça, vous voyez que c'est compliqué. Mais ce n'est pas suffisant pour produire un plasma quark-gluon. En fait, très vite, les physiciens se sont dit il faut passer à autre chose, et l'autre chose, c'est des collisions noyau-noyau. Pourquoi noyau-noyau? Parce qu'il faut une densité nucléaire suffisamment dense pour avoir suffisamment de quarks et gluons pour produire un plasma. Ça, on le faisait déjà dans la fin des années 80, notamment au Brookhaven National Laboratory, et dans les années 90 au CERN avec le SPS. C'est le CERN qui, en 2000, via les expériences faites au SPS, qui a mis en évidence ce nouvel état de la matière qu'est le plasma quark-gluon. Et ensuite, d'autres expériences, comme Rick et Alice, sont nécessaires pour caractériser ce nouvel état de la matière et comprendre ses signatures. Alors, que se passe-t-il dans une collision noyau-noyau? Donc, les noyaux, vous allez les accélérer aussi à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Et ce qui va se passer, c'est plutôt une collision de crêpes, de pancakes, parce que comme on les accélère à des vitesses proches de la vitesse de la lumière, dans le référentiel du laboratoire, ce que l'on voit par contraction relativiste, c'est des crêpes qui vont s'enchevêtrer. Les quarks et les gluons vont commencer à interagir entre eux et former le plasma quark-gluon pour le peu que vous ayez atteint une énergie suffisante. Donc ces particules vont interagir, former d'autres particules qui vont se désintégrer
ça va collisionner de manière inélastique pendant tout un moment jusqu'à ce qu'on appelle le gel thermique. Donc le gel thermique, c'est la cessation des collisions inélastiques. Enfin non, pardon, le gel chimique, je me suis trompée. Le gel chimique, c'est la cessation des collisions inélastiques. Donc là, la nature de vos particules sont fixées, mais elles vont continuer à collisionner jusqu'à ce que l'on appelle le gel thermique, et le gel thermique va produire les différentes particules qui, elles, sont analysées au niveau du détecteur. Alors évidemment, vous vous rendez bien compte que par rapport à la collision proton-proton, ici déjà tout le challenge de l'expérimentateur, c'est de trouver toutes les particules qui ont été émises, mais ce n'est pas suffisant. Si on s'intéresse au plasma quark-gluon, il faut pouvoir après remonter à la source et remonter à ce qui s'est passé au point d'interaction. Donc les particules émises, c'est bien de les caractériser, mais après il faut savoir par quel processus elle a été émise et si c'est bien une signature du plasma quark-gluon. Donc ça, c'est extrêmement compliqué. Alors en 2000, ces expériences ont été menées au RHIC, au Relativistic Heavy Ion Collider, donc ça c'est aux États-Unis. Donc là, on a 4 expériences phares, STAR, Phoenix, Phobos et Bram. Et ce qu'on envoie, c'est 2 faisceaux d'or. Pourquoi de l'or? Parce que l'or, c'est 197 nucléons qui vont collisionner les uns sur les autres. Donc on a une matière nucléaire assez dense, à des vitesses proches de la lumière. Et ici, tout le circuit, c'est pour les accélérer à des énergies de 100 GeV par nucléon. Et le RHIC a fait une observation majeure, c'est que le plasma quark-gluon, il semble se comporter comme un liquide quasiment parfait, contrairement à ce que les théoriciens pensaient. En fait, on a bien observé le déconfinement, les quarks semblent bien être les degrés de liberté de la matière, mais on s'attendait plutôt à un plasma faiblement couplé, où les quarks et les gluons interagiraient faiblement. En fait, on se rend compte qu'autour de la transition de phase, les interactions fortes sont encore relativement fortes, et il semblerait que le déconfinement est beaucoup plus produit par un effet d'écrantage de l'interaction forte. Alors ça a été confirmé par ALICE, donc a Large Ion Collider Experiment. Donc ça, c'est l'expérience au CERN qui est dédicacée à l'étude du plasma quark-gluon. Ça ne veut pas dire que les autres détecteurs n'observent pas, notamment CMS et Atlas observent aussi le plasma quark-gluon. Ici, on fait entrer en collision des noyaux de plomb les uns sur les autres. Pourquoi le plomb? Aussi parce qu'il est stable, et là, on est à 208 nucléons, une matière encore plus importante. Et au CERN, on atteint des énergies records de l'ordre de quelques TeV par nucléon. Donc on peut sonder la matière dans un autre régime de température qu'au RHIC. Alors, quelles sont les signatures du plasma quark-gluon? Tout d'abord, ici, je n'ai pas traduit, jet quenching. Ça veut dire l'étouffement d'un jet. Alors, vous avez vu, pour la collision proton-proton, on avait des jets dos à dos, qui ont une certaine énergie et une certaine symétrie, si vous voulez. Eh bien, ici, 2 quarks vont également produire des jets dos à dos, mais il se peut que dans certains cas, un jet va traverser le milieu et un jet va s'enfuir du milieu. Si le jet traverse le milieu, ce qui va se passer, c'est qu'il va interagir avec les particules environnantes, il va perdre de l'énergie, et donc expérimentalement, on peut observer une asymétrie, comme vous le voyez ici, entre les jets de particules quand on observe les impulsions transverses des particules notamment. Alors une deuxième observation très importante et un peu plus difficile à expliquer, celle-ci, c'est le flot elliptique. Donc dans les collisions, on peut faire des collisions qui sont dites centrales, où les centres des noyaux sont alignés, si vous voulez, sur l'axe du faisceau. On peut faire aussi des collisions non centrales, des collisions périphériques, comme vous le voyez ici. Ils ne vont pas entrer, les noyaux ne sont pas alignés avec l'axe, le centre du noyau, n'est pas aligné avec l'axe du faisceau. On a un paramètre d'impact. Ce qu'il y a d'intéressant avec ces collisions non centrales, c'est que certains nucléons vont participer à la réaction, ceux-ci, et d'autres pas. Et on va avoir une asymétrie dès le début de notre réaction, une asymétrie de type elliptique. Donc le plasma qui va être formé va avoir une forme d'amande. Et cette forme d'amande, elle est caractéristique des tout premiers instants de la réaction. Et donc c'est exactement ce qu'on veut, des signatures du tout premier instant de la réaction. Après, si vous voulez, cette forme d'amande va se résorber et la symétrie va redevenir sphérique. Donc si les expérimentateurs observent dans les flots d'impulsions transverses des asymétries au niveau justement de ces impulsions, bingo, c'est que visiblement il s'est produit quelque chose initialement dans la collision. Alors, d'autres observations aussi, c'est l'augmentation du nombre de particules étranges. Alors, les particules étranges, c'est un quark qui n'est pas là initialement au début de la réaction, puisque c'est de la matière nucléaire, donc c'est des quarks up and down qui sont au début de la réaction. Mais si on arrive à des énergies suffisantes, on peut les produire, puisque c'est des quarks un peu plus lourds, donc il faut plus d'énergie. Ces quarks se produisent par fusion de gluons. Et après, ils vont s'hadroniser et être observés au niveau des détecteurs. Et si on a un excédent de quarks étranges, c'est une signature du plasma
quark-gluon, et c'est ce qui est observé dans les expériences. Et alors aussi une autre signature qui est un peu plus controversée, c'est la signature des quarkonia lourds. Alors un quarkonia lourd, qu'est-ce que c'est? C'est un composé quark charmé, anti-charmé, beauté, anti-beauté. Donc c'est les composés d'un quark et un antiquark avec des quarks beaucoup plus lourds. Donc un CC bar, c'est un gypsy, un BB bar, c'est un epsilon, et ainsi de suite. Et donc on s'attend à ce que ces quarkonia soient supprimés. Pourquoi? Parce que quand les CC bars vont être produits dans le plasma, ils vont être produits par paire. Ils peuvent interagir ou pas. Mais si le milieu est là pour écranter, ben a priori, ils vont briser l'interaction qui pourrait se produire et donc on aura un déficit de CC bars. Donc ça, c'est ce qu'on s'attend. Et c'est ce qui est observé dans les expériences au RIC et au LHC. Mais récemment, au LHC, ils se sont rendus compte qu'au plus on augmentait l'énergie, au plus on allait produire de paires CC bars. Certes, l'interaction va continuer à écranter ces paires CC bars, mais comme on en aura beaucoup plus, ben, il y en a qui vont pouvoir se recombiner à différents vertex d'interaction. Et donc, il faut aussi jouer avec le fait qu'on a des recombinaisons qui vont nous donner une petite augmentation des quarkonia lourds. Alors, il y a évidemment d'autres observations que l'on peut faire, mais ça, c'est parmi les plus standards. Donc, j'en suis déjà à mes conclusions. Donc, vous avez vu que déjà, d'un point de vue expérimental, le plasma quark-gluon, c'était un état de la matière très riche à étudier. Il est produit au sein des collisions d'ions lourds. Je viens juste de vous parler de quelques observations qui sont là pour le caractériser. Nous, dans notre groupe, on ne travaille pas avec l'expérience ALICE, on travaille plus de manière théorique. Je n'ai pas eu le temps d'en parler ici. Ce que l'on fait, ce que j'ai fait dans ma thèse essentiellement, c'est étudier des équations d'état de la chromodynamique quantique via différentes approches. Donc les équations d'état, c'est comme le graphique en QCD sur réseau que je vous avais montré, avec l'énergie, la pression et ainsi de suite, en fonction de la température. C'est ce qu'on essaye de faire. Maintenant, on va beaucoup plus s'intéresser à l'étude des coefficients de transport, notamment l'étude de la viscosité, pour avoir des liens plus directs avec l'expérience. On va aussi s'intéresser aux transitions de phase, à la fusion des baryons au sein du plasma et ainsi de suite. Donc, tout étudiant intéressé peut bien sûr venir nous rejoindre. On accepte stagiaires, mémorants, doctorants. Et comme mon chef vient justement de perdre sa doctorante, eh bien, on attend d'autres étudiants. Donc voilà. Merci de votre attention.